Chante ça et je t'épouserai. Le fils du milliardaire ricana. Il défia la fille de la femme de ménage invisible avec une chanson impossible. Il s'attendait à une humiliation publique, mais sa voix figea tout le monde. Elle est un fantôme qui nettoie les couloirs d'une académie d'élite où elle n'est qu'une boursière transparente. À 5 heures du matin, elle chante seule dans l'auditorium vide et plongée dans l'obscurité. À 19 heures, elle passe la serpillière. Sa vie est un cycle silencieux de service poussé par les factures médicales qui s'accumulent pour sa mère. Puis, un mot de trop brise son silence. Devant toute la classe, l'héritier milliardaire de l'école arrache une partition impossible d'un livre et la lui jette. « Chante ça à l'école, ricane-t-il, et je t'épouserai !» Les élèves sortent leur téléphone, prêts à filmer l'humiliation. Ils s'attendent à ce qu'elle s'effondre. Ils viennent de lui tendre une arme sans le savoir. Son don était un secret enveloppé dans une vie de travail silencieux. Mais un talent caché ne peut pas rester muet éternellement. Il attend seulement le bon moment pour être entendu. L'insulte résonna dans les hauts couloirs ensoleillés de l'académie Summit Ridge. C'était un mardi, 3e heure, cours de théorie musicale avancée. La salle était remplie des fils et filles de l'élite de la ville. Ils portaient des vêtements de marque décontractés, discutaient de compositions complexes avec une assurance désinvolte. Au dernier rang, Elisa Meyer restait parfaitement immobile. Elle était muette, elle n'avait rien à faire là. Elisa était un fantôme dans un uniforme usé de seconde main. Elle n'était présente que grâce à une bourse oubliée depuis longtemps, une bourse qui couvrait à peine ses livres. Madame Evelyn Croft, directrice du département, désigna le grand écran au tableau. On y voyait la partition de Der Höllerache, la vengeance de l'enfer, l'air furieux de la reine de la nuit dans la flûte enchantée de Mozart. Ceci, annonça Madame Croft d'une voix tranchante, est le sommet du répertoire de colorature soprano. C'est un test d'agilité vocale et de puissance émotionnelle profonde. Très peu de professionnels au monde le maîtrisent réellement. Une main se leva, celle de Carter Pendleton III. « Madame Croft, dit Carter d'une voix traînante et paresseuse, sans même se lever, soyons sérieux. Aucun lycéen ne peut chanter ça. C'est juste du hurlement. On dirait un chat dans un mixeur. » La classe éclata de rire, le rire d'un groupe qui sait exactement qui est son chef. Carter Pendleton III était le fils d'un milliardaire. Le nom de sa famille était gravé dans le granit du nouveau gymnase. Grand, beau, il se déplaçait avec l'arrogance de quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot « non ». « Ce n'est pas du hurlement », dit une voix calme depuis le fond. Toutes les têtes se tournèrent d'un seul bloc. 24 visages. Le visage d'Elisa Meyer devint écarlate. Elle avait parlé sans réfléchir. Ses mains étaient moites. Les yeux de Carter se plissèrent. Il ne connaissait même pas son nom. Il la voyait juste comme la fille qui essuie parfois les tables à la cantine. Celle qu'il croisait dans les couloirs et qui baissait toujours les yeux. « Pardon ?» lança-t-il, un sourire cruel et magnifique aux lèvres. Il savourait déjà. « J'ai dit, ce n'est pas du hurlement », répéta Elisa. Sa voix tremblait, mais elle était claire. « Les gens prennent les fa aigus pour du bruit, mais ce n'est pas ça. C'est le climax de la rage de la reine. C'est de la pure fureur. Ça doit être tranchant, ça doit faire mal. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Madame Croft semblait profondément agacée par cette interruption. Elle n'aimait pas que les élèves parlent hors tour, surtout pas les boursiers. Le sourire de Carter s'élargit. Ça, c'était nouveau. Ça, c'était divertissant. Il se leva, marcha jusqu'au bureau de Madame Croft, attrapa un gros recueil poussiéreux de pièces rares du XXe siècle. Il le feuilleta théâtralement, arracha une page d'un coup sec. Le bruit du papier déchiré résonna comme un coup de feu. Madame Croft sursauta, mais ne dit rien. Carter remonta l'allée et jeta la partition sur le bureau d'Elisa. Elle atterrit comme un verdict. La musique était un cauchemar, une forêt dense de notes, symboles étranges, sauts impossibles. « Parfait, ricana Carter, puisque tu t'y connais tellement en musique et en rage. » Il se pencha, assez près pour qu'elle sente son parfum hors de prix, assez fort pour que toute la classe entende son murmure. « Tu chantes ça au concours du jour des fondateurs. Chante ça à l'école, et je t'épouserai. » La salle explosa de rire. Les téléphones sortirent comme des armes, prêts à filmer la honte.
Le visage d'Elisa était livide, ses cheveux blonds tombant devant ses yeux. Elle fixait les notes infernales. Le titre était à peine lisible. « Élégie pour une étoile qui s'éteint ». Elisa Mayhew n'était pas seulement une élève, elle était une fille invisible. Elle était à Summit Ridge grâce à la bourse commémorative Sergent William Mayhew, son arrière-grand-père, héros de guerre local. Il y a des décennies, la ville avait créé un petit fonds en son honneur, juste assez pour envoyer un descendant à l'académie. Elisa était la première à l'utiliser. Elle vivait avec sa mère Sarah dans un petit appartement au-dessus d'un pressing. L'odeur constante de produits chimiques, c'était l'odeur de la maison. Sa mère était femme de ménage. Elle cumulait 2 emplois, dont celui de nettoyer les maisons des familles comme les Pendleton. Les factures médicales s'empilaient sur la table de la cuisine. Sarah toussait sans arrêt. La journée d'Elisa ne commençait pas à 8 heures. Elle commençait à 4h30. Elle se levait dans le noir, enfilait son vieil uniforme bleu de travail, marchait jusqu'à l'académie. Elle entrait avec une clé du personnel. De 5 à 6 heures du matin, l'auditorium principal lui appartenait. Vide, sombre, acoustique parfaite. C'était son secret, son église. Elle montait sur l'immense scène, éclairée seulement par la veilleuse de service, et elle chantait. Elle chantait les airs que sa grand-mère Rose lui avait appris. Grand-mère Rose, celle qui avait le vrai don. Elle chantait l'opéra en pétrissant le pain. Sa voix remplissait leur petite cuisine de joie et de tragédie. Grand-mère Rose était morte 2 ans plus tôt, mais la musique était restée. Elle vivait dans les os d'Elisa. Chanter dans l'auditorium à 5 heures du matin, c'était le seul moment où Elisa se sentait entière, courageuse, visible. À 6 heures, elle arrêtait. Elle se changeait pour l'uniforme scolaire, puis elle allait à la cantine servir le petit déjeuner aux mêmes élèves qui l'ignoraient ensuite dans les couloirs. Après les cours, elle ne rentrait pas. Elle remettait l'uniforme de travail. Elle passait la serpillière, frottait les tables, effaçait les craies des tableaux. Elle restait jusqu'à 19 heures à nettoyer les dégâts laissés par Carter Pendleton et ses amis. Elle était femme de ménage, serveuse, fantôme. La vie de Carter Pendleton était à l'opposé. Son père était un titan de l'industrie. Voitures hors de prix, week-ends en jet privé, vêtements de créateur. Il était le roi de Summit Ridge. Sa petite amie, Brooke Poynton, était la fille la plus populaire du lycée. Carter n'était pas vraiment méchant, il était juste insouciant. Il s'ennuyait. Elisa Mayhew n'était qu'une distraction, un moment de divertissement. Il avait lancé sa blague cruelle. En arrivant à son cours suivant, il l'avait déjà oublié. Mais Elisa, elle, ne pouvait pas oublier. Ce soir-là, à genoux dans le couloir même où il l'avait humiliée, elle frottait une tache sur le sol. La partition froissée dans sa poche pesait 50 kilos. « Chante ça à l'école et je t'épouserai ». Les rires, les téléphones, le regard de pitié de Madame Croft, pire que les rires. Elle termina son service, le corps en feu. Elle rentra à pied sous les réverbères, la partition impossible serrée dans sa main. Dans l'appartement, sa mère Sarah dormait dans un fauteuil, encore en uniforme de ménage, trop épuisée pour se changer. Une nouvelle enveloppe blanche de l'hôpital trônait sur la table, fermée. Elisa alla dans sa chambre, à peine plus grande qu'un placard. Elle posa la partition sous sa lampe. C'était une pièce conçue pour briser une chanteuse. Mesures asymétriques, sauts de registre inhumains, texte dans une langue qu'elle ne connaissait pas. « Ils pensent que je ne suis rien », murmura-t-elle à la pièce vide. « Ils le pensent tous. » Elle pensa à son arrière-grand-père, le sergent Mayhew. Son portrait était accroché à la mairie. Il avait reçu les plus hautes distinctions pour son courage face à l'impossible. Elle pensa à sa grand-mère Rose. « Ta voix est un don, Elisa. Ne les laisse pas la garder dans une boîte. » Une colère lente, glaciale monta en elle, la même colère qu'elle avait entendue dans l'air de la Reine de la Nuit. Elle regarda encore la partition. « Il veut que je chante ça. Il pense que je vais échouer. » Elle s'assit à son petit bureau, alluma sa lampe et se mit au travail. Le lendemain, tout le lycée ne parlait que du concours du jour des fondateurs. Une immense banderole élégante avait été déployée dans le hall principal. Concours de talent du jour des fondateurs. Grand prix, la bourse patron. 4 ans à la Juilliard Conservatory, tout frais payé. Elisa fixait l'affiche. La Juilliard, la meilleure école du monde.
un rêve si lointain qu'elle n'avait jamais osé y penser. Cette bourse, ce n'était pas juste de la musique, c'était une porte de sortie. Plus de serpillière, plus de factures, un avenir pour elle et sa mère, le repos pour sa mère, la possibilité d'être enfin vue. Mais il y avait un problème. Sur la feuille d'inscription, tout en bas, en petits caractères, signature d'un parrain enseignant obligatoire. Madame Croft ne signerait jamais, elle rirait au nez d'Elisa. Il n'y avait qu'une seule autre personne possible, Monsieur Robert Shaw. Monsieur Shaw était l'autre professeur de musique, l'opposé de Madame Croft, vieux, usé, sentant la poussière et le café froid. Madame Croft enseignait la théorie avancée aux élites. Lui faisait appréciation musicale aux élèves qui voulaient juste valider un crédit. Il était là depuis 40 ans. Il avait vu passer des générations d'enfants riches et gâtés. Il était désabusé, fatigué. Il avait aussi assisté, depuis le fond de l'auditorium, à l'incident avec Carter Pendleton. Il avait entendu la remarque calme d'Elisa sur Mozart et la réponse cruelle de Carter. Elisa le trouva après les cours dans sa petite salle du sous-sol, encombrée de vinyles. « Monsieur Shaw, dit-elle d'une voix minuscule. Il grogna sans lever les yeux. « J'ai besoin d'une signature pour le concours du jour des fondateurs. Il me faut un parrain enseignant. » Monsieur Shaw s'arrêta net. Il se tourna lentement, grand, voûté, les yeux tristes. « Tu es Elisa Mayhew, la fille du cours de Madame Croft. »« Oui, monsieur. » « Celle avec qui Carter Pendleton a fait son pari. » Le visage d'Elisa s'enflamma. « Ce n'est pas pour lui, monsieur, c'est pour la bourse patron. » Monsieur Shaw eut un rire sec, sans joie. « Ma petite, tu sais ce que tu demandes. Ce concours, c'est un bassin de requins. Madame Croft est la présidente du jury. Elle a déjà choisi sa gagnante, probablement Brooke Covington ou Carter lui-même. Ils vont te dévorer toute crue. » « Je m'en fiche, répondit Elisa, la voix qui montait. Il faut que j'essaye. Mon arrière-grand-père n'a pas reculé, moi non plus. Monsieur Shaw la regarda. Quelque chose vacilla dans ses yeux fatigués. William Mayhew, tu es une de ses descendantes? Oui. Un long silence. Il se souvenait. Tout le monde en ville se souvenait. Le sergent Mayhew était une légende. D'accord, dit-il enfin d'une voix rauque. Tu veux ma signature? Tu vas la mériter. Je ne mettrai pas mon nom sur une blague. Je ne te laisserai pas te faire humilier une deuxième fois. Il posa ses doigts sur le vieux piano à queue poussiéreux. Chante ça. Il joua une simple gamme ascendante. Elisa inspire profondément. Elle se centra. Elle pensa à l'auditorium vide à 5 heures du matin. Elle chanta la gamme. Les mains de Monsieur Shaw se figèrent sur les touches. Ce n'était pas seulement la justesse, parfaite. C'était le timbre, le contrôle. Il y avait une richesse, une texture dans cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis des décennies. C'était brut, oui, non formé, mais c'était là. Le son d'un talent pur, incontestable. Il joua une série d'arpages plus complexes, difficiles. Elle les lui renvoya sans une faute. Il pivota sur le tabouret et la regarda vraiment pour la première fois. Il vit les chaussures usées jusqu'à la corde, l'uniforme délavé, l'épuisement dans ses yeux et le feu. « Seigneur, murmura-t-il, depuis combien de temps ? Toute ma vie, monsieur. » Il attrapa un stylo et griffonna son nom sur le formulaire. « Les auditions ont lieu vendredi. Ce ne sera pas que moi. Mme Croft et une juge invitée du conseil d'administration seront là. »« Qu'est-ce que je dois chanter ?» demanda Elisa. Monsieur Shaw regarda l'élégie pour une étoile qui s'éteint qu'elle tenait encore à la main, la partition que Carter lui avait jetée. « Pas ça, répondit-il en fronçant les sourcils. « Pas encore. C'est une arme. On n'apporte pas un canon à un duel au couteau. On apporte une lame parfaitement affûtée. » Il fouilla dans une pile de partitions et en sortit une pièce simple, magnifique, de Sadidja. « Ça, dit-il, c'est simple, c'est élégant. Il n'y a nulle part où se cacher. Ils s'attendent à une gamine. Tu vas leur montrer une artiste. » Elisa prit la partition. « Merci, monsieur Shaw. »« Ne me remercie pas, grogna-t-il en se retournant vers ses disques. Contente-toi de ne pas être nul. » Elisa rentra chez elle, les pieds à peine posés sur le trottoir. Le formulaire d'audition était dans son sac, la signature de Monsieur Shaw, une petite tache d'encre noire, un espoir. La partition de Zodvu serrée dans sa main. Elle entra dans l'appartement sans bruit. L'odeur de vapeur et de produits chimiques du pressing du dessous était épaisse, mais c'était chez elle. Sa mère, Sarah, était à la petite table de cuisine en train de trier une montagne de bons de réduction.
L'enveloppe blanche de l'hôpital était toujours là, intacte, un requin blanc dans une mer de promos alimentaires. « Tu es en retard, ma chérie, » dit Sarah sans lever les yeux. Elle avait un crayon coincé derrière l'oreille. « J'ai dû rester, » répondit Elisa en posant la partition sur la table. Sarah leva enfin la tête. Ses yeux étaient cernés, fatigués. Elle vit la musique. « C'est quoi ?»« Pour un concours à l'école, le jour des fondateurs. »« Un concours ?» Sarah posa son crayon. « Elisa, on n'a pas le temps pour ces jeux-là. Cette école, c'est pour eux, pas pour nous. Tu as ton travail, tes études. » « Ce n'est pas un jeu, maman. » La voix d'Elisa était ferme, mais douce. « Le Grand Prix, c'est une bourse complète pour la Juilliard Conservatory à New York. » Sarah s'arrêta net. Elle regarda sa fille. « Juilliard » murmura-t-elle. Le nom sonnait comme un pays lointain sur une carte qu'elle n'arrivait pas à situer. « Il faut que j'essaie, maman. Grand-mère Rose aurait voulu que j'essaie. » Sarah regarda sa fille. Elle reconnut la même mâchoire volontaire que sa propre mère, Rose, le même feu que le sergent William Mayhew sur le vieux portrait fissuré de la mairie. « Oh, Eliza !» Sa voix se brisa. Elle toussa, une tousse sèche qui secouait son corps frêle. « Bien sûr que tu dois essayer, bien sûr !» Elisa entoura sa mère de ses bras. « Ça va aller, maman, je nous fais le petit déjeuner. » « Non, » dit Sarah en se dégageant doucement. « Tu répètes, moi, je fais les toasts. » Le lendemain matin, l'auditorium était glacial, 4h45. Elisa se tenait sur scène, le seul projecteur de service dessinant un cercle pâle autour d'elle. Elle ouvrit Vous-Vu, une chanson simple, tendre, un chant de manque. Elle commença à chanter. Sa voix d'abord toute petite dans l'immense espace noir. Elle chantait pour elle, pour sa mère, pour sa grand-mère Rose. Elle ne savait pas qu'au fond, dans l'ombre la plus profonde du dernier rang, Monsieur Shaw se tenait debout. Il était venu tôt, attiré par un espoir tenace. Il écouta, il ferma les yeux. La chanson était simple, sa voix ne l'était pas. C'était une cloche claire, puissante, sans le vernis artificiel des élèves de Madame Croft, quelque chose de vrai, de pur. Il n'avait entendu ça que 2 fois en 40 ans de carrière, les 2 fois sur les grandes scènes d'Europe qu'il slipped out avant la fin, le cœur battant d'un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était de la peur. Il avait peur de ce que Madame Croft ferait à cette fille. Le vendredi arriva. Les auditions se déroulaient dans la petite salle de récital formelle, pas le grand auditorium. L'ambiance était électrique, nerveuse. Des élèves en vêtements chics et coûteux arpentaient le couloir, chuchotaient, serraient contre eux des portfolios en cuir. Ils fredonnaient des passages compliqués et tape à l'œil. Brooke Covington tenait sa cour près des fenêtres, la petite amie de Carter Pendleton. Belle, blonde, drapée dans son privilège comme dans une cape royale. Elle comptait chanter un air italien difficile et clinquant. Elle vit Elisa seule près de la fontaine à eau, en uniforme scolaire propre, mais aux poignets effilochés. « Je suis surprise qu'on autorise la personnelle à passer l'audition », lança Brooke assez fort pour que tout le monde entende. « Tu vas faire quoi? Passer la serpillière sur scène ?» Ses amis éclatèrent de rire. Elisa baissa la tête, les joues en feu. Elle serrait sa unique feuille de partition. « Eliza Mayhew » appela une voix depuis la porte. C'était son tour. Elle entra. La pièce était petite et lumineuse. 3 tables formaient un demi-cercle au fond. Madame Croft trônait au milieu, l'air ennuyé. Monsieur Shaw était à gauche, fixant son stylo. À droite, Madame Helen Gable, une femme aux cheveux gris et au sourire doux, membre du conseil d'administration. « Nom et morceau, ma petite ?» dit Madame Gable. « Eliza Mayhew, madame, monsieur. Je vais chanter Jive d'Eric Satie. » Le stylo de Madame Croft cliqua. « Satie, comme c'est pittoresque. Une petite chanson de café. Pas vraiment niveau conservatoire, n'est-ce pas ? »« Chantez, mademoiselle Mayhew !» grogna Monsieur Shaw. L'accompagnateur de l'école, un jeune homme nerveux, attaqua les simples accords roulants au piano. Elisa inspira. Elle ferma les yeux. Elle n'était plus dans la pièce. Elle était sur la scène obscure à 5 heures du matin. Elle chanta. La pièce changea. L'air se figea. Les yeux de l'accompagnateur s'écarquillèrent. Il avait joué toute la journée pour les autres. Ils avaient été bruyants, techniquement bons. Ça, c'était différent.
La voix d'Elisa n'était pas forte, elle était intime, claire comme du cristal. Elle ne chantait pas seulement les notes, elle racontait l'histoire. Le manque, le désir, le besoin humain simple et désespéré. Le stylo de Madame Croft cessa de cliquer. Elle se redressa, les yeux plissés. Ce n'était pas la fille effacée et invisible de son cours. Madame Gable avait les larmes aux yeux. Elle pensait à son mari disparu. Monsieur Shaw regardait le sol, un petit sourire secret aux lèvres. La chanson s'acheva. La dernière note resta suspendue, un fil parfait et scintillant. Silence. Elisa ouvrit les yeux, terrifiée. « Eh bien, dit Madame Croft en s'éclaircissant la gorge, elle était furieuse. Cette fille n'avait pas le droit d'être aussi bonne. Votre français est acceptable, mais le morceau est beaucoup trop simple. Aucune démonstration de tessiture réelle. » « Je suis en désaccord, Evelyne, répondit doucement mais fermement Madame Gable. C'est la plus honnête interprétation que j'ai entendue aujourd'hui. Votre contrôle, Elisa, c'est à couper le souffle. Elle a du talent, admit Madame Croft, comme si c'était une maladie. Mais elle est brute, non formée. Elle se ferait déchiqueter en finale. Alors formons-la, dit Monsieur Shaw en relevant enfin la tête. C'est bien à ça que sert une école, non ? Madame Croft le fusilla du regard. C'était un défi. « Elle est prise, déclara Monsieur Shaw, non pas à Madame Croft, mais à Elisa. Tu es en finale. Dans 2 semaines. Rendez-vous dans mon bureau lundi à 16h. » Elisa hocha la tête, incapable de parler. Elle sortit presque en courant. Elle trébucha dans le couloir, le cœur cognant contre ses côtes. La nouvelle circula avant même qu'elle ne commence son service de ménage. Carter Pendleton jouait à un jeu vidéo dans le salon des élèves, affalé sur un canapé en cuir, entouré de ses amis. « Tu ne vas pas le croire » lança Brooke en faisant irruption, rouge de colère. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe » demanda Carter sans lâcher l'écran. « La boniche, la fille de ménage, Elisa, elle est en finale !» Carter mit le jeu en pause. Il se tourna. « De quoi tu parles ?» Elle a chanté à l'audition. Le vieux Shaw et cette Gable l'ont fait passer. Evelyn Croft est hors d'elle. Elle va chanter au jour des fondateurs. Carter resta silencieux un instant. « Attends, dit Mark, un de ses amis. Elisa, la fille, celle de la classe ? Celle à qui j'ai dit que je l'épouserais si elle chantait la partition impossible, compléta Carter lentement. Le salon explosa de rire. Le visage de Carter s'assombrit. Sa blague stupide et désinvolte était devenue un événement public. « Et devine ce qu'elle a chanté !» fulmina Brooke. « Une petite chanson française toute bête, pas le monstre que tu lui as donné. Elle a eu la trouille, c'est une lâche et une imposteur !» Carter se leva. Il ne riait pas. Il était agacé. Cette fille le faisait passer pour un idiot. « Donc elle est prise ?» dit-il en attrapant son sac. « Très bien, tant mieux. Ce sera encore plus drôle de la voir s'écraser. » « Tu vas où ?» demanda Brooke. « Salle de musique. Je participe aussi au concours, tu te souviens ? Il faut que j'aille répéter. » Il partit. Il n'était pas seulement agacé. Il y avait autre chose. Il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il repensait à la fille en classe, à la façon dont elle l'avait regardé, pas avec peur, mais avec rien, comme s'il n'existait pas. Et puis sa voix calme, ce n'est pas du hurlement. Personne ne l'avait jamais corrigé. Lundi après-midi, Elisa frappa à la porte du bureau de Monsieur Shaw au sous-sol. « Entre !» grogna-t-il. La pièce était un chaos de partitions, d'instruments poussiéreux et de tasses de café vides. Monsieur Shaw était au piano. « Tu as été bonne vendredi, suffisamment bonne. »« Merci, Monsieur Shaw. »« Ne me remercie pas. Tu as embarrassé Madame Croft. Elle n'aime pas être embarrassée. Elle va te traquer en finale. »« Je ne comprends pas. » La finale n'est pas juste un spectacle de talent, Elisa. C'est une bataille politique. Madame Croft veut que son élève, Brooke, gagne. Ça fait briller son département. Toi, tu es un problème brut, inconnu. Qu'est-ce que je fais ? Tu arrêtes d'être brute. Il désigna le piano. Tu as 2 semaines. On va travailler. 4 heures du matin dans l'auditorium pour la voix. 16 heures ici pour la théorie. Tu vas manger, dormir, respirer musique. Mon travail de ménage, je ne peux pas arrêter, paniqua Elisa. Ma mère, on a besoin de l'argent. Monsieur Shaw la regarda, le visage dur. Il soupira.
D'accord. Alors tu seras épuisé. Tu travailleras de 4 heures à 19 heures tous les jours. Le sergent Mayhew n'a pas abandonné. Toi non plus. Oui, monsieur. Il tapa sur une pile de partitions posée sur le piano. Exercices vocaux, gamme, respiration. On va te reconstruire de fond en comble. Elisa hocha la tête, les yeux rivés sur la musique. Une dernière chose, dit monsieur Shaw. Il fouilla sous une pile de papier et en sortit une unique page arrachée. L'élégie pour une étoile qui s'éteint. « Où vous l'avez eue » murmura Elisa. « Je l'ai trouvée dans la poubelle devant la salle de musique la semaine dernière. Je suppose que tu l'avais jetée. »« C'est impossible !»« La langue est hongroise, » dit monsieur Shaw, les yeux froids. « Le compositeur a perdu toute sa famille à la guerre. Ce n'est pas une chanson, c'est un cri, un hurlement de douleur. » Il posa la partition sur le pupitre devant elle. « Carter Pendleton te l'a donnée en plaisantant. Il t'a tendu une bombe nucléaire en te défiant d'allumer la mèche. »« Je ne peux pas la chanter, » dit Elisa en fixant les notes denses et furieuses. « Non, tu ne peux pas, pas encore. Ta voix serait déchiquetée à la 2e page. Tu n'as ni la technique, ni la rage. »« J'ai la rage, » murmura Elisa si bas qu'il faillit ne pas l'entendre. Monsieur Shaw la regarda. Il revit le feu, couvé mais bien là. « Bien, on fera le savadi pour le concours. C'est sûr, c'est beau, tu gagneras la bourse avec ça. » Il tapa du doigt sur l'élégie. « Mais on travaillera celle-ci, en secret, pas pour eux, pas pour la bourse. On la travaillera pour toi, pour ta grand-mère. » Pour grand-mère. Oui, un talent comme le tien est un don de Dieu, Elisa, mais c'est aussi une responsabilité. Tu es responsable de chaque note. Ça, c'est le vrai travail. Et le travail commença. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. La vie d'Elisa Mayhew devant un cycle aigu d'épuisement et de musique. Le réveil sonnait à 4 heures. L'air de sa petite chambre était froid et noir. Elle enfilait plusieurs couches, sans bonnet, et traversait la ville endormie jusqu'à l'académie. À 4h30, monsieur Shaw attendait devant la porte de l'auditorium, un grand thermos de café noir à la main. « Bonjour, mademoiselle Mayhew, voyons si tu as encore une voix. » Le travail n'avait rien de glamour, ce n'était pas comme au cinéma, c'était dur, répétitif, souvent ennuyeux. C'était la respiration. « Respire avec le diaphragme !» criait-il depuis le fond de la salle. « Pas avec la poitrine. Je veux voir la note, pas l'entendre. Soutiens-la. Imagine que tu es le sergent Mayhew tenant un pont qui s'effondre. » C'était la posture. Ta colonne vertébrale est une colonne d'acier. La musique repose dessus. Ne t'avachis pas. S'avachir, c'est pour les amateurs. C'étaient les gammes, gammes sans fin, montées, descentes, encore et encore, repoussant sa tessiture d'un demi-ton à la fois. Il renforçait sa voix, la transformant d'un instrument baume et brut en outil raffiné et puissant. Encore, encore, mademoiselle Mayhew, la note doit être ton esclave, pas ton maître. À 6h30, il hochait la tête. Ça suffira, va servir les œufs. Elle courait au vestiaire, enfila l'uniforme de cantine et faisait la queue du petit déjeuner. Elle regardait Carter Pendleton et Brooke Covington passer devant elle en riant, prendre du bacon sans même un regard. Puis une journée entière de cours. Elle était bonne élève, mais son esprit dérivait du calcul différentiel vers la théorie musicale. À 15h30, dernier cours terminé. Elle ne descendit pas au sous-sol. Elle alla au placard des agents d'entretien. Elle nettoya les salles de classe, elle passa la serpillière dans le couloir où Brooke s'était moqué d'elle. Elle vida les poubelles de la salle de musique où Madame Croft donnait un cours particulier à Brooke. À travers la porte, elle entendait la voix de Brooke, une soprano puissante, techniquement brillante. Elle chantait un air italien clinquant et difficile, plein de notes aiguës et de traits rapides et compliqués, conçu pour gagner. Les mains d'Elisa se crispèrent sur le manche de la serpillière. À 17h, son service de ménage prit fin. Son dos la faisait souffrir. Ses mains étaient rouges et à vif à cause des produits. Elle descendit au sous-sol. Monsieur Shaw l'attendait dans son petit bureau encombré. « Tu es en retard, dit-il. J'ai dû nettoyer la salle de Madame Croft. »« Bien. L'humilité est bonne pour l'artiste. Assieds-toi. » C'était l'autre leçon. Il ne s'agissait plus de la chanson de Sadie. Il ne la lui faisait même pas répéter. « La Sadie, c'est une berceuse, disait-il. Tu peux la chanter en dormant. C'est ici que tu apprends. » Il posait l'élégie pour une étoile qui s'éteint sur le piano. Au début, ce fut un désastre. La partition était une forêt sombre et emmêlée. Les paroles hongroises étaient comme des pierres dans sa bouche. Les notes imprévisibles sautaient d'un grondement grave à un hurlement aigu.
« Je n'y arrive pas, dit-elle le troisième jour, la voix grisée. « C'est trop, ça fait mal. »« Évidemment que ça fait mal, aboya M. Shaw. Il n'était pas un professeur gentil, il était exigeant. L'homme qui a écrit ça venait de perdre sa maison, sa femme, son enfant. Il a écrit ça et n'a plus jamais composé. Tu crois que c'est censé être joli? Tu ne chantes pas des notes, Elisa, tu chantes le bruit d'une vie qui s'achève. » Il pointa un doigt vers elle. « Tu m'as dit que tu avais la rage, je ne la vois pas. Je vois une fille polie qui essaie de ne pas faire d'erreur. J'essaye. » Essayer ne suffit pas. Qu'est-ce que tu connais de la rage, de la perte? Qu'est-ce qui te met en colère, Elisa Mayhew? Quoi? Il insistait. Que tu doives travailler, que vous n'ayez pas d'argent, que ta mère soit malade, que ces gosses là-haut te traitent comme un meuble? Arrêtez, s'il vous plaît. Qu'il se moque de toi. Monsieur Shaw se leva, la voix plus forte. Que Carter Pendleton, un gamin avec une montre à 10 000 $ et une âme à 2 $, ait osé te défier de chanter ça. Il pense que tu es une blague, il pense que ta vie est une blague. Je le hais, hurla Elisa. Les mots sortirent comme arrachés de sa gorge. Le silence tomba d'un coup. La seule ampoule nue au plafond bourdonnait. Elisa respirait fort, elle tremblait. Monsieur Shaw se rassit, calme. Bien, dit-il doucement. La voix humaine n'est qu'une caisse d'air. C'est l'émotion qui en fait un instrument. Maintenant, regarde la deuxième page. Elisa regarda la partition. Les notes n'étaient plus seulement des notes, c'étaient des mots qu'elle avait trop peur de dire. Elle inspira, elle chanta. Ce n'était pas une chanson, c'était un cri maîtrisé. Le bruit des factures médicales sur la table, le bruit du rire de Brooke, le bruit de sa mère qui toussait dans la pièce d'à côté. C'était le son le plus honnête, le plus puissant qu'elle ait jamais produit. Elle arriva au bout des 2 premières pages avant que sa voix ne lâche. Elle était en sueur, elle pleurait. Monsieur Shaw lui tendit un verre d'eau. Ses mains ne tremblaient pas. « Maintenant, on sait que tu peux. On fera ça tous les jours. On va construire ta force. Tu vas dompter ce feu. Tu ne le laisseras pas te dompter. C'est notre secret. C'est pour toi. »« Oui, monsieur, » souffla-t-elle. Ce soir-là, elle rentra après 19 heures. L'appartement était plongé dans le noir, sauf la lumière bleue de la télévision. Sarah dormait dans son fauteuil, encore en uniforme de ménage. Elisa alla la réveiller pour qu'elle aille se coucher. Elle vit une enveloppe sur la table. De l'hôpital. Rouge vif. Derniers avis. Le sang d'Elisa se glaça. Elle la prit, l'ouvrit. Le montant inscrit la fit vaciller. Un chiffre impossible. Plus que leur appartement, leur voiture, tout ce qu'elles avaient possédé. « Maman » murmura-t-elle en secouant l'épaule de Sarah. Sarah se réveilla en sursaut, la main sur la poitrine. « Elisa, ma chérie, quelle heure est-il » ? « Maman, dit Elisa en brandissant la lettre, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Sarah regarda la lettre et son visage s'effondra. La femme forte et fière qui avait élevé Elisa avait disparu. À sa place, une femme malade et terrifiée. Je ne voulais pas t'inquiéter, pas avec ton concours. Je pensais pouvoir réclamer un délai. » « Un délai, maman sait. »« Je sais. Ils ont dit que si on ne payait rien, ils arrêtaient les traitements. » Elisa fixait la lettre rouge. Ce n'était plus une question de bourse, ce n'était plus Juilliard, c'était la vie de sa mère. La bourse patron incluait une dotation en espèces pour les frais scolaires et de vie, suffisante pour couvrir cette facture. Ce n'était plus un concours, c'était un sauvetage. « Va te coucher, maman, » dit Elisa d'une voix calme, une étrange et froide détermination. « Je vais m'en occuper. »« Ma chérie, comment? On ne peut pas. »« Je vais m'en occuper, repose-toi, il faut juste que tu te reposes. » Elle aida sa mère à se mettre au lit, referma la porte, alla dans la cuisine, regarda la lettre rouge. Pensa à l'élégie pour une étoile qui s'éteint. Pensa à la rage que M. Shaw avait exigée. Elle était là, froide, brillante, pure. Le lendemain, l'école vibrait. C'était le jour de la finale du jour des fondateurs. L'auditorium se remplissait, parents en costumes hors de prix et bijoux, élèves sur leur 31. Tout le conseil d'administration était là. Au premier rang, Carter Pendleton Senior, un homme dur et imposant. Dans les coulisses, c'était le chaos. Brooke Covington s'échauffait dans un coin, son coach vocal personnel à ses côtés. Elle portait une robe rouge sur mesure, époustouflante. Elle avait l'air d'une professionnelle. Carter Pendleton tournait en rond dans le couloir, l'air agacé. Il participait aussi, un morceau de piano d'une difficulté brutale. Il regardait sans cesse son téléphone. Elisa était dans une petite loge vide, habituellement utilisée comme débarras. Monsieur Shaw frappa et entra. Il portait un vieux smoking élimé.
Elisa. Elle se tenait devant le miroir. Elle portait la seule belle robe de sa grand-mère. Une robe bleu nuit toute simple, d'au moins 20 ans. Elle l'avait lavée et repassée. Elle était propre, mais vieille. « J'ai l'air d'un fantôme, dit-elle. »« Tu as l'air d'une artiste, répondit M. Shaw. Tu ressembles à ta grand-mère. Tu ressembles à la descendante du sergent Mayhew. Tu as une colonne vertébrale en acier. » Il lui tendit un petit papier plié. « C'est quoi ?»« Mes notes. Souviens-toi. Respire, soutiens, raconte l'histoire. La chanson parle de désir. Chante-la pour eux. Fais-leur retrouver ce que c'est de vouloir quelque chose. Je peux le faire. Je sais que tu peux. » Il marqua une pause. « Tu as peur ?»« Oui, j'ai la trouille. »« Bien. La peur, c'est de l'énergie. Utilise-la. Ne la laisse pas t'utiliser. » Il se tourna pour partir. « Monsieur Shaw, ne me remercie pas, mademoiselle Mayhew. Contente-toi de ne pas être nulle. » Il sortit. Elisa inspira profondément. Elle entendait le brouhaha étouffé du public. Elle entendait Mme Croft, maîtresse de cérémonie, présenter le premier concurrent. Elle sortit dans le couloir des coulisses. Carter Pendleton était là, adossé au mur. Il la vit. Il n'avait pas l'habitude de la voir en robe, ni hors de ses uniformes, scolaires ou ménage. « La petite bonne, lança-t-il, essayant de paraître détaché. « Tu vas vraiment le faire ?» Elisa le regarda. Ce n'était plus la fille qui l'avait moqué en classe. Elle n'avait plus peur de lui. Elle n'avait plus peur de personne. « Oui, je vais le faire. » Carter fut déstabilisé par son calme. Il s'attendait à la voir effondrée. « La chanson que tu vas chanter, la Sadie, c'est un morceau simple. Tu ne battras pas Brooke avec une chanson simple. »« Ce n'est pas une question de battre Brooke, répondit Elisa. »« Alors c'est quoi ?» Elisa pensa à la lettre rouge sur la table de la cuisine. « C'est quelque chose que je dois faire. » Carter la regarda. Il vit les cernes sous ses yeux. Il vit la force dans sa mâchoire. Le petit pincement de culpabilité qu'il avait ressenti auparavant devint une pointe aiguë et douloureuse. La blague que j'ai faite en classe à propos de t'épouser, je me souviens. C'était stupide, je m'ennuyais, ça n'a plus d'importance, Carter. Si, dit-il, surpris lui-même par son intensité. Brooke a raconté à tout le monde. Ils attendent tous que tu chantes l'élégie. Ils pensent que c'est une immense blague. Les yeux d'Elisa se rétrécirent. Quoi ? Brooke a fait croire que le pari « Épouse-moi » concernait la chanson de Sadie, que je t'avais défié de chanter ce petit morceau tout simple et que si tu le faisais, c'était juste pour attirer mon attention. Elisa sentit le sang quitter son visage. Brooke avait tout déformé. Elle avait transformé sa seule chance en une pathétique tentative désespérée d'attirer l'attention d'un garçon riche. « Il ne se moque pas de moi, Elisa, il se moque de toi. » Le régisseur appela. « Brooke Collington, à toi !» Brooke passa près d'eux, sa robe rouge bruissant. « Souhaite-moi bonne chance, Carter !» roucoula-t-elle. Elle lança un regard à Elisa. « Essaie de ne pas mettre d'eau de serpillière sur la scène, ma grande !» Brooke entra en scène. Elisa resta seule dans le couloir. La rage froide du sous-sol était revenue. Carter vit l'expression sur son visage. « Elisa, je suis désolé. »« Elisa Mayhew !» appela le régisseur. « Tu es la suivante !» Elisa regarda Carter. « Tu veux entendre l'élégie pour une étoile qui s'éteint ?» murmura-t-elle. « Tu n'as aucune idée de ce que tu demandes. » Elle se retourna et marcha vers la scène, le laissant seul dans le couloir. Brooke Collington fit son entrée sous une vague d'applaudissements. La robe rouge scintillait. Elle avait tout d'une star. Elle chantait une pièce moderne, furieusement complexe, choisie par Madame Croft pour mettre en valeur sa précision technique. Pleine de notes staccato rapides et de sauts abrupts. Brooke était une machine parfaite. Elle touchait chaque note. Sa justesse était irréprochable, son tempo robotique. C'était une performance brillante. C'était aussi totalement vide, aucun cœur, juste une suite de sons difficiles. Elle finit en frappant une pause dramatique. Le public, composé des amis des parents, éclata en applaudissements polis et bruyants. À la table des juges, Madame Croft rayonnait. Brooke fit une révérence et quitta la scène en glissant devant Elisa. « Bonne chance !» souffla Brooke, la voix pleine de glace. « Essaie de ne pas les endormir avec cette berceuse d'un autre âge. » « Et maintenant, » annonça la voix de Madame Croft dans le micro, « notre dernière concurrente, Mademoiselle Elisa Mayhew. Elle interprétera... » Son ton était méprisant. Elisa entra en scène. Le changement fut immédiat.
Après la robe rouge éclatante, la simple robe bleu nuit d'Élisa la faisait ressembler à une ombre. Elle paraissait petite, quelconque. Un murmure parcourut la salle. C'était la fille de ménage, celle dont Carter Pendleton s'était moqué. Élisa marcha jusqu'au centre de la scène. Elle ne regarda ni le public ni les juges. L'accompagnateur attaqua les accords roulants et doux de la chanson de Sadie. Élisa inspira. Elle pensa au visage de sa mère, à la lettre rouge, au murmure cruel de Brooke, aux mots de Carter « Il se moque de toi ». La musique était douce. Élisa chanta la première note, mais quelque chose n'allait pas. Sa voix était mince, elle tremblait, elle avait peur. Le poids de la facture d'hôpital, l'épuisement, l'humiliation, tout s'effondrait sur elle. Respire. Elle entendit la voix de Monsieur Shaw dans sa tête. Raconte l'histoire. Elle tenta la deuxième phrase, mais sa voix se brisa. Un tout petit craquement audible. Dans la salle, les amis de Brooke commencèrent à ricaner. À la table des juges, Madame Croft se pencha vers le membre du conseil d'administration et murmura quelque chose, un petit sourire triomphant aux lèvres. Élisa était en train d'échouer. Elle leva les yeux, la vue brouillée par la panique. Elle vit Carter au troisième rang, le visage blême. Il ne riait pas, il avait honte. Elle vit Monsieur Shaw au fond, près de la porte. Il fixait le sol. Ses épaules étaient affaissées, vaincues. Il avait cru en elle et elle le décevait. Cette seule pensée traversa la panique comme une lame. Non, je ne le ferai pas. L'accompagnateur jouait plus doucement, essayant de l'aider. Élisa leva une main. Le pianiste s'arrêta. L'auditorium devint mortellement silencieux. 1000 personnes retinrent leur souffle. Élisa avait arrêté le spectacle. Madame Croft commença à se lever. « Mademoiselle Mayhew, il y a un... » « Je suis désolée, dit Élisa. Sa voix était calme mais claire et elle porta. « Je ne peux pas chanter cette chanson. » Un hoquet parcourut la salle. C'était l'humiliation finale. Dans les coulisses, Brooke sourit. « Je ne peux pas chanter cette chanson, répéta Élisa, la voix plus forte. Pas parce que je ne la connais pas, mais parce que ce n'est pas la vérité. » Madame Croft était furieuse. « Mademoiselle Mayhew, vous chanterez le morceau annoncé ou vous serez disqualifiée. » « Alors je suis disqualifiée, répondit Élisa. Elle se tourna, mais pas pour partir. Elle marcha vers l'accompagnateur, se pencha et lui murmura quelque chose. Il la regarda, les yeux écarquillés de choc. Il secoua la tête. « Je n'ai pas la partition, je ne peux pas. »« Ce n'est pas grave, souffla Élisa. J'en ai pas besoin. » Elle revint au centre de la scène. Elle n'était plus un fantôme, elle était un soldat. « Madame Croft, dit-elle, la voix d'acier. Monsieur Pendleton. » Elle regarda Carter droit dans les yeux. « Il y a quelques semaines, Monsieur Pendleton a fait une blague. Il m'a donné une partition. Il m'a défié de la chanter. Il a dit que si je la chantais à l'école, il m'épouserait. » La salle explosa. Les murmures devinrent un grondement. Carter s'enfonça dans son siège, le visage en feu. Carter Pendleton Senior, au premier rang, se retourna et fixa son fils avec des yeux de glace. « C'était une blague, continua Élisa, sa voix tranchant le bruit. Une blague cruelle. Lui, ses amis et vous tous, vous pensiez qu'une fille comme moi, une fille qui passe la serpillière dans vos couloirs, ne pourrait jamais la chanter. Vous pensiez que j'étais une blague. » Elle inspira profondément, tremblante. Elle était parfaitement, terriblement immobile. « Il avait raison, dit-elle. C'est une partition impossible. Elle s'appelle « Élégie pour une étoile qui s'éteint ». Elle parle de rage, de perte, de deuil. Elle ferma les yeux. Et c'est la seule chanson qu'il me reste à chanter. Et puis, elle chanta, a cappella, sans musique, rien que sa voix dans l'auditorium silencieux. Ce n'était pas la Sadie, ce n'était pas joli. Ce fut une note basse, gutturale, un son qui semblait venir de la terre elle-même. C'était l'élégie. Le premier son fut si choquant, si chargé de douleur que les gens du premier rang sursautèrent. Le visage de Madame Croft devint livide. Ce n'était pas de la musique, c'était une transgression. Monsieur Shaw, au fond, se leva, la main crispée sur le chambranle, les yeux écarquillés. Il lui avait dit qu'elle n'était pas prête. Élisa chanta La Maison perdue. Sa voix n'était pas une cloche claire, c'était une chose brute, puissante, blessée. C'était l'atout de sa mère, c'était la lettre rouge de l'hôpital.
C'était chaque fois qu'on l'avait ignorée ou moquée. Elle n'était pas seulement en train de chanter les notes, elle était les notes. Elle arriva au premier saut impossible, celui que M. Shaw disait qu'il lui déchirerait la gorge. La voix d'Elisa n'atteignit pas simplement la note, elle l'attaqua. Un cri maîtrisé, parfait, une note de rage si pure, si concentrée qu'elle semblait faire trembler les projecteurs. L'accompagnateur, oublié à son piano, pleurait. Au troisième rang, Carter Pendleton était figé. C'était sa faute. Cette créature sur scène, cette chose de feu et de son, il l'avait créée. Il lui avait donné l'arme, et maintenant elle s'en servait pour incendier le monde. La voix d'Elisa montait. Elle était au cœur de la pièce, la partie qui n'était qu'une forêt dense et sombre de douleur. Sa voix se brisa, mais exprès. Elle craqua, se fissura, miroir parfait du cœur brisé du compositeur. Ce n'était pas une jeune fille qui chantait, c'était une femme qui se brisait, et c'était la chose la plus belle, la plus terrifiante que quiconque dans cette salle ait jamais vue. Elle arriva au dernier passage. La partition demandait une note douce qui s'éteint. Mais Elisa ne s'éteignit pas. Elle rassembla tout l'air qui lui restait. Elle pensa à son arrière-grand-père, le sergent Mayou. Elle pensa à sa grand-mère Rose. Elle pensa à sa mère. Elle chanta la dernière note. Ce ne fut pas un murmure, ce fut un rugissement. Une seule note tenue, cristalline, d'une défiance absolue. C'était la note de la reine de la nuit. C'était la note d'une guerrière. Elle emplit l'auditorium. Elle repoussa les murs. Elle vibra dans les os de chaque personne. Elle la tint. 1 seconde, 2, 5, 10. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans son corps. Et puis, le silence. Elisa restait là, la poitrine haletante, la sueur et les larmes coulant sur son visage. Elle leur avait tout donné. Il ne lui restait rien. Personne ne bougeait. Personne n'applaudissait. Personne ne respirait. Le silence était une chose vivante, solide. Il dura 1 minute. Puis, du fond de la salle, une voix rauque. « Mon Dieu !» murmura M. Shaw. Il fut le premier à applaudir. Un seul claquement, abasourdi. Puis, au premier rang, Carter Pendleton Senior se leva, le milliardaire. Il regarda son fils, puis Elisa. Et il commença à applaudir. Et l'auditorium explosa. Ce n'étaient pas des applaudissements, c'était une ovation debout, hurlante, larmoyante. Les gens étaient debout, criaient, c'était un grondement. Elisa Mayou resta simplement là et laissa la vague la recouvrir. Madame Croft était pétrifiée, le visage figé dans l'incrédulité. Le membre du conseil d'administration pleurait. Carter Pendleton III était toujours assis, il n'applaudissait pas. Il fixait la scène, son monde complètement basculé. Il avait fait une blague et elle en avait fait un chef-d'œuvre. 1 semaine plus tard, le petit appartement au-dessus du pressing était rempli de cartons. La facture rouge de l'hôpital était sur la table. En travers, tamponnée en grosses lettres noires, payée intégralement. Le concours du jour des fondateurs avait été un désastre pour les juges. Après la performance d'Elisa, il n'y avait plus de choix possible. L'élégie était tout ce qui comptait. La bourse patron était à elle, Juilliard. Le prix en espèces était arrivé sur le compte de sa mère 2 jours plus tard. « Elisa, tu es prête ?» appela sa mère, Sarah. La voix de Sarah était différente, la toux était toujours là, mais plus légère. C'était le son de l'espoir. « Presque, maman. » Elisa finissait d'emballer les dernières affaires de sa grand-mère. Elle prit une petite photo encadrée de roses. On frappa à la porte ouverte de l'appartement. Elisa se retourna. Carter Pendleton se tenait là. Il ne portait pas ses vêtements de marque, juste un jean et un t-shirt. Il paraissait plus petit. « Salut », dit-il. Il tenait une enveloppe un peu maladroite. « Salut », répondit Elisa, sans sourire. Elle attendait. « Mon père, il m'a privé de sortie pour 1 an. Il m'a pris ma voiture, mon téléphone, mes cartes de crédit. »« Je suis désolé pour toi, » dit Elisa. « Non, ne le sois pas. C'est la première chose intelligente qu'il ait faite. Il m'a trouvé un job ici, au pressing en bas, comme stagiaire. » Elisa faillit sourire. « Stagiaire ? Ouais. » Il leva les yeux. Son regard était clair. L'arrogance paresseuse avait disparu. « Je t'ai entendu chanter ce jour-là. Je n'ai jamais... »
Il ne put pas finir. Il tendit l'enveloppe. « C'est pour toi, de la part de mon père. Il a dit que la famille du sergent Mayhew n'aurait jamais dû galérer. Il a créé un fonds pour ta mère, pour ses traitements, pour toujours. » Elisa prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. « Et ça, dit Carter en sortant de sa poche une unique page arrachée. C'était l'élégie pour une étoile qui s'éteint, la page qu'il avait arrachée du recueil. Je l'ai retrouvée à la poubelle. Je pense que tu devrais la garder. » Elisa regarda la musique impossible. Elle regarda le garçon devant elle. « Carter, dit-elle. Ouais, je ne vais pas t'épouser. » Un petit sourire sincère effleura les lèvres de Carter. « Ouais, je m'en doutais. Et je crois que je ne le supporterai pas. » Elisa prit la partition. « Bonne chance, Carter Pendleton. »« Bonne chance, Elisa Mayhew. » Il se retourna et descendit l'escalier. Elisa reste seule dans la pièce vide. Elle entendit un klaxon. C'était Monsieur Shaw. Il les emmenait à l'aéroport. New York attendait. Elle rangea la partition dans son sac. Elle jeta un dernier regard au petit appartement exigu. Elle pensa à l'auditorium vide à 5 heures du matin. La veilleuse, le silence. Son don avait été un secret enveloppé dans une vie de travail silencieux. Mais un talent caché ne peut pas rester muet éternellement. Elisa Mayhew sourit. Elle prit le dernier carton, éteignit la lumière et ferma la porte. Il était temps d'être entendue. Et c'est là que nous laisserons Elisa, en route pour New York. La robe de sa grand-mère dans la valise, avec la chanson de défiance qui a changé sa vie. Nous espérons que cette histoire vous a offert une belle évasion, que vous vous détendiez avant la nuit ou que vous preniez simplement un moment de calme pour vous. Quelle partie du parcours d'Elisa vous a le plus touché? Dites-le nous en commentaire, nous aimons toujours découvrir vos réactions. Et si vous souhaitez rejoindre notre communauté, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela nous montre que vous êtes présents à nos côtés et nous aide à continuer de vous raconter ces histoires. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.